Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac Immobilier et Histoire. Cette semaine, nous allons traiter d'un sujet un petit peu pédagogique, les obligations de nos chers vendeurs en matière de transactions immobilières. Et pour cela, on reçoit à nouveau un habitué maintenant en cette émission et dans les studios de Radio Grand Lac, bien sûr, Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains. Bonjour Maître. Bonjour Romain, bonjour Jean-Pierre. Merci à nouveau de me donner la parole dans cette belle radio. Effectivement, on va essayer d'informer nos vendeurs sur leurs obligations en matière de transactions immobilières. Super, c'est vrai que c'est un sujet assez large mais très important. On le voit nous chaque année, la législation peut se transformer, se renforcer. Les gens sont de plus en plus vigilants aux documents administratifs de toutes sortes, que ce soit technique, juridique, fiscal. Donc c'est vrai que c'était, je pense, intéressant de faire un petit point un petit peu global sur tout ça. Alors, qui dit obligation, on parle bien sûr de vente. Donc, le mandat finalement de vente, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu en préparant cette émission, c'est un des premiers documents qu'on peut signer. Alors, on rappelle bien évidemment que nos chers vendeurs n'ont pas l'obligation de passer par un professionnel pour vendre un bien. C'est un choix largement choisi par l'ensemble des Français. À peu près 3/4 des dossiers se font en agence. Et donc le mandat, c'est un document un petit peu formel qui est peut-être important de souligner, de voir quelles seraient justement les informations clés qu'on peut retenir sur ce document. Effectivement, en fait, un vendeur, lorsqu'il s'engage, il prend la décision de vendre son bien immobilier, a plusieurs obligations. Le mandat fait partie effectivement de la préparation de son engagement. Au terme du mandat, lorsqu'il choisit une agence immobilière ou plusieurs agences, il a la possibilité de donner l'exclusivité ou il a la possibilité de choisir plusieurs agences en vue de vendre son bien. Donc on appelle ça un mandat simple. Donc ça, c'est le document préparatoire à une vente immobilière par lequel il va définir l'objet de sa vente, il va définir les contours de la vente, il va définir un prix avec l'agent immobilier. Donc un avis de valeur sera fait circonstancié et ensuite de quoi il le signera en vue de la recherche d'un candidat acquéreur. Donc ce document préparatoire va amener effectivement d'autres obligations, puisque l'agent immobilier, le notaire, va poser plusieurs questions à ce vendeur en vue notamment de réaliser cette transaction immobilière. Donc le mandat, lorsque vous choisissez une agence immobilière, effectivement, vous allez avoir plusieurs questions qui vont vous être posées, puisque en tant que vendeur, vous avez une obligation générale, une obligation d'information à donner. Donc au terme du mandat, la désignation, l'objet, le prix, et ensuite de quoi l'agent immobilier fait le nécessaire en vue de trouver le candidat acquéreur. Voilà. Et sur ces mandats, donc on peut avoir des informations un petit peu clés. Donc le type de mandat, simple, exclusif, effectivement. Vous avez des durées d'engagement également qui sont intéressantes. Aujourd'hui, on fait entre guillemets un petit peu ce qu'on veut. On a une durée maximale d'1 an généralement. On entendait souvent par exemple, je vous donne l'exclusivité pendant 3 mois, 6 mois. Sachez que vous pouvez donner l'exclusivité si vous le souhaitez, 15 jours, 1 mois. Vous pouvez tester les compétences de l'agent. Si vous êtes satisfait, poursuivre avec lui, ou si vous êtes coincé, si vous voulez pas être coincé, vous pouvez vous en dégager assez rapidement. Quelque chose d'important, j'imagine, et ça, on attend un petit peu vos lumières sur le sujet. Mettons, écoutez, je décide de mettre mon appartement en vente. J'ai signé un mandat à 2 agences. J'ai une offre d'achat ou j'ai 2 offres d'achat. Comment on va gérer un petit peu ce scénario dans le cadre où il y aurait une pluralité de propositions qui pourraient tomber? Alors effectivement, ce scénario n'est pas exclusif. On le rencontre bien souvent, surtout sur notre secteur qui est porteur aujourd'hui. On peut avoir plusieurs agences immobilières avec un mandat de vente simple ou une agence avec un mandat exclusif, et on a plusieurs candidats qui se présentent avec des conditions financières peut-être similaires, mais peut-être des conditions suspensives différentes. Donc là, il va y avoir une analyse qui va être faite. Généralement, c'est l'offre. Une fois que l'offre d'achat est contresignée par le vendeur, elle l'engage. Donc là,
bien entendu, le vendeur donc doit être vigilant, puisque dès qu'il signe cette offre d'achat, il est engagé de manière ferme et irrévocable à vendre. Il ne peut pas se rétracter. La vente, elle est formée. Une fois que la vente, elle est formée, il est engagé à vendre et l'acquéreur pourrait saisir la justice pour demander l'exécution si le vendeur a décidé de passer par un autre acquéreur. Donc, attention aux engagements qui sont pris de premier abord. Vérifiez les termes de l'offre. Entourez-vous de tous les sachants de l'agent immobilier et du notaire pour vérifier les contours de l'offre qui a été faite par l'acheteur. Et à condition égale, c'est l'offre signée qui l'emportera, la première offre signée qui l'emportera notamment. Alors, cas d'école, pour corser un peu la chose, mettons que notre brave vendeur, il est signé 2 offres en même temps. Est-ce qu'il y a, quel va être finalement l'élément différenciant qui fera pencher la balance chez un acquéreur ou chez un autre? Alors, dans tous les cas, il en signe une en premier. Donc, c'est cette offre-là qui l'engage. S'il a signé le même jour, admettons qu'il signe le matin avec un candidat acquéreur et l'après-midi, il signe avec un autre candidat acquéreur, c'est celle du matin qui est préférée. Par contre, celui qui a signé l'après-midi, du moins le candidat acquéreur de l'après-midi, pourrait se retourner contre le vendeur en dommages et intérêts puisqu'il aurait subi un préjudice. Et là, c'est à la justice de trancher, bien entendu. Nous, notaires, on est là pour vérifier tout cela, c'est-à-dire que dès qu'on a l'offre, on le vérifie et on briefe le vendeur dans ses obligations, notamment vis-à-vis du candidat acquéreur. En ce moment, j'ai un dossier un petit peu similaire et c'est vrai que c'est pas facile à gérer puisque on a les attentes du vendeur, on a le candidat acquéreur qui est déçu et on a celui qui espère pouvoir signer le compromis le plus rapidement possible. Donc on est là pour faire un peu de pédagogie et puis remettre un petit peu les choses dans leur cadre. Et j'imagine que on essaie de rester factuel en disant voyez, donc c'est important quand vous rédigez votre offre de le faire de manière claire et concise, une date, une heure, même j'ai envie de dire, voilà, offre faite aujourd'hui on est le 20 octobre à 11h, je me suis engagé sur cet appartement, et si un autre acquéreur signerait une offre le lendemain, bon, déjà on a un élément un petit peu basique pour pouvoir trancher. Alors, une offre, pour qu'elle l'engage, il faut qu'elle soit suffisamment ferme et non équivoque et précise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme au terme du mandat, vous allez avoir la désignation sur quoi elle porte l'offre, sur quel prix effectivement elle porte, et puis quels sont les contours, quelles sont les conditions suspensives auxquelles le candidat acquéreur va porter son engagement. Donc tout ça, effectivement, une offre doit être minutieusement rédigée. Si vous ne savez pas la rédiger, prenez attache auprès de l'agent immobilier, prenez attache auprès du notaire, on vous proposera un modèle d'offre qui est adapté à votre situation. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des services juridiques assez pointilleux. Donc effectivement, les offres généralement c'est des matrices assez chargées. On est un peu loin de la période où on pouvait faire ça. On peut toujours, j'ai envie de dire, le faire sur un papier volant, mais maintenant les offres font 5 pages, ça reprend un peu toutes ces conditions-là, tous ces termes-là. C'est très clair et ça évite justement un petit peu ces soucis d'interprétation peut-être qu'on peut avoir également. Et voilà, on essaie d'être factuel. Alors là, c'était pour poser un petit peu le cadre. Donc vous mettez en vente effectivement un bien. En amont, en préparation de cette mise en vente, on a un certain nombre de documents qui sont obligatoires dès la mise en vente. Exactement. En fait, un vendeur est tenu d'une obligation générale d'information. Il doit informer au mieux son candidat acquéreur pour qu'il puisse contracter en toute quiétude et que la transaction se passe au mieux. Donc au terme de cette obligation d'information, on pense bien entendu à la situation technique de l'immeuble. Le vendeur doit s'entourer d'une équipe compétente, notamment un diagnostiqueur, qui va lui réaliser donc une situation, un audit technique de l'immeuble pour que l'acquéreur s'engage en connaissance de cause. Alors on n'attend pas du vendeur à ce que ce soit un professionnel de l'immobilier, on n'attend pas à ce qu'il nous donne tous les détails de l'immeuble, il doit donner les détails qu'il connaît lui-même. S'il ne les connaît pas, il n'est pas censé les fournir à son acquéreur. On distingue un vendeur professionnel de l'immobilier d'un vendeur non professionnel de l'immobilier. Le commun des mortels, le particulier qui vend son appartement ou sa maison, lui, il va prendre attache auprès d'un diagnostiqueur qui va faire cet audit technique et on va apporter à l'acquéreur tous les renseignements nécessaires. Ça fait partie de son obligation générale d'information. On rappelle que par-delà de ça, le vendeur est tenu à une garantie des vices cachés, que pour autant qu'il les connaisse et qu'il ne les porte pas à la connaissance de son acquéreur. Donc généralement, dans nos contrats, on exonère le vendeur de la garantie des vices cachés, puisque s'il ne connaissait pas un vice et qu'il ne l'a pas porté à la connaissance de son acquéreur, il ne sera pas tenu pour responsable. Par contre, si vous avez un diagnostic avec des conclusions
néfastes, c'est-à-dire que vous avez une présence d'amiante, vous avez du plomb, vous avez dans une zone où vous avez du radon, cela n'empêche pas la vente. La vente, elle pourra se réaliser, vous avez parfaitement délivré votre obligation d'information, l'acquéreur, lui, il achète en connaissance de cause. Et également, ça lui donne une protection, puisque effectivement, on peut prendre les rapports d'électricité sont souvent demandés pour voir un petit peu l'état général de ce côté technique. Voilà, votre installation est aux normes, pas de sujet, très bien. Votre installation n'est pas aux normes, votre acquéreur ne pourra pas vous reprocher d'avoir une faiblesse sur votre installation électrique. Le vendeur a fait un diagnostic, il informe, il se protège. Je pense que là, ce qui est intéressant, surtout, on peut prendre un exemple que tout le monde comprendra, au niveau de la superficie, la fameuse loi Carrez. Le propriétaire finalement délègue le mesurage de la superficie de son appartement à un professionnel, il le mesure, et si je dis pas de bêtises, la loi tolère 5% d'écart. Effectivement, c'est vrai que on n'est pas au centimètre près non plus, mais voilà, 5%, ça laisse un petit peu de marge. Donc, si le diagnostiqueur se plante, entre guillemets, c'est lui qui paiera, j'imagine, ou son assureur, du moins, qui paiera la différence. Donc, le vendeur, quand même, achète également sa tranquillité et une protection intéressante. Exactement. Si on prend l'exemple de la surface Carrez, effectivement, le vendeur doit donner une information la plus précise. Ça fait partie de son obligation de délivrance. Il vend un bien, un prix avec une surface adossée à cela. Dans cette obligation de délivrance, le certificat Carrez est très important. On a cette tolérance de 5%, c'est-à-dire que si on a une différence inférieure à plus de 5%, l'acheteur a une action. Il peut soit demander une baisse proportionnelle du prix, soit demander carrément la résolution du contrat de vente. Donc on voit qu'il y a des conséquences pour le vendeur. Le fait de prendre un diagnostiqueur qui a une assurance, une attestation d'assurance, pendant un délai d'1 an, le vendeur est couvert. Par contre, le diagnostic Carrez n'est pas forcément obligatoire. Le vendeur peut très bien déclarer lui-même la surface, mais il engagera lui-même plus facilement sa responsabilité en cas de mauvaise énonciation de la surface de l'appartement ou de la maison. Alors, la surface Carrez, elle est donnée uniquement pour les ventes d'appartements. Le diagnostic Carrez doit être adossé à une vente d'appartement. Pour une maison, vous n'êtes pas tenu de délivrer un diagnostic Carrez. Vous pouvez donner une surface habitable. Ce n'est pas forcément les mêmes méthodes de calcul, mais le diagnostic Carrez, rappelons-le, c'est pour la vente d'appartements. Au niveau de ces diagnostics, donc là, c'était pas forcément le sujet principal, donc on a tout un tas de diagnostics à fournir. Au-delà de ce dossier complet de rapport technique, les propriétaires ont des obligations également de transparence. On peut prendre l'exemple des procès-verbaux d'assemblée générale. Vous vendez un appartement, vous avez une réunion annuelle. L'acquéreur, le candidat acquéreur sera toujours intéressé de savoir est-ce que le ravalement de façade a été voté, etc., etc. Donc c'est des informations qu'on nous transmet relativement facilement. À travers ce mandat de vente qu'on évoquait tout à l'heure, c'est intéressant parce que le propriétaire peut également déléguer entre guillemets aux professionnels la possibilité de contacter eux-mêmes les syndics et de faire ce travail de rassemblement de documents. On leur demande pas forcément ils les ont pas, ils les ont perdus, etc. Ils vont également nous charger de cette mission et de constituer un petit peu ce dossier. Et puis c'est des pièces qui sont primordiales pour un acquéreur. C'est pas la même chose si on vous dit l'immeuble est clean, il est nickel, tout a été refait, j'ai les factures, j'ai le carnet d'entretien, que regardez monsieur, madame, l'appartement, la copropriété a peut-être 20 000 € de travaux à venir sur les 3 ans. Ça joue également sur un achat ou pas. En tout cas, de le savoir. Sur une phase précontractuelle, d'un point de vue juridique, on appelle ça la phase précontractuelle. C'est-à-dire que c'est la phase où on est en amont de la signature d'un compromis. Donc si vous passez par un agent immobilier ou si vous le faites vous-même directement, il faut vous préconstituer tout un dossier. Notamment quand on vend un appartement, prendre attache auprès du syndic pour demander des documents comptables. Donc les dernières assemblées générales, les derniers appels de charges, la situation financière de la copropriété, la situation technique de la copropriété vous permettra de mieux valoriser la vente de votre appartement puisque vous allez donner l'information la plus complète et précise à votre candidat acquéreur. Nous, en tant que notaire, on a cette obligation, dès le stade de l'avant-contrat, de questionner le syndic de copropriété, d'analyser les appels de charges, d'analyser notamment les données techniques, le procès-verbal d'assemblée générale, savoir si des travaux ont été votés, est-ce qu'ils sont exécutés ou pas, exigibles ou pas. Donc on analyse tout ça. Et ensuite de quoi on peut informer au mieux le candidat acquéreur. Ça fait partie aussi de l'obligation d'information du vendeur. Et si vous le faites bien en amont, vous vendrez plus facilement votre appartement. Tout à fait. J'irai même un petit peu plus loin. C'est de temps en temps quand on a affaire à un immeuble, à vue d'œil, on se dit tiens, il y a quand même peut-être des choses qui vont arriver. Dès l'estimation, on va réclamer un petit peu ces documents. Alors certains sont surpris en nous disant mais qu'est-ce que ça va changer ? Non, ça va changer quelque chose. Si vous avez un fonds de travaux, par exemple. Voilà, un fonds de travaux ou tout simplement
ok, il a été voté une réfection totale de toiture ou d'étanchéité, etc. Sur Aix-les-Bains, on l'a vu notamment sur pas mal d'anciens palaces qui ont des factures quand même un petit peu salées au niveau des travaux. Et la valorisation de l'appartement, forcément, on va en prendre compte. Quand on commence à demander, ça peut monter très haut. Ça peut monter à des budgets 30, 40, 50 000 euros sur certains immeubles. Forcément, ça aura un impact sur la valorisation de votre bien. On enchaînera après une petite coupure musicale. On voulait faire aussi une petite distinction rapide entre les obligations sur ces appartements. On en a déjà un petit peu parlé, les PV d'AG. On précisera après cette Pour les maisons. Pour les maisons, voilà, on enchaînera un petit peu là-dessus. Et dédicace donc Maître Laurent Reynaud qui nous aura choisi cette chanson de coupure musicale. Donc on ouvre bien ses oreilles, on swing et on revient dans 2 minutes. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours en compagnie de Maître Laurent Reynaud, Jean-Pierre à la technique toujours. Discret aujourd'hui Jean-Pierre, vous savez, moi j'aime bien le chatouiller le Jean-Pierre. Il court. Oui, je suis là. Ah, il est là, il était prêt. J'écoute avec attention les propos de Maître Reynaud et puis les tiens aussi. Donc voilà, je suis dans mon coin, je prends des notes. Tu prends des notes, voilà, un petit compte rendu à chaque fois. Un petit compte rendu à chaque fois, tout à fait. Puis Womack comme Womack, ça vous a rappelé de bons souvenirs. Ah là là, on s'est déhanché là-dessus, hein, Maître. Ouais, il y a quelques paires de chaussures usées sur les pistes de danse. Hein. Tout à fait. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr. Allez, on enchaîne. On en était un petit peu à nos documents plutôt spécifiques aux appartements. Et on voulait enchaîner tout de suite sur plutôt la partie maison qui a également ses spécificités. Quel serait un petit résumé de ces aspects qu'on va devoir regarder et que les vendeurs ont effectivement l'obligation de transmettre pour un regard un petit peu transparent pour nos acquéreurs. Alors, que ce soit un appartement ou une maison, il y a l'analyse du titre de propriété. Donc, pour une maison, quand un notaire reçoit le dossier d'ouverture, notamment, on va analyser le titre de propriété, on va vérifier donc la situation technique, on l'a vu tout à l'heure, on va vérifier également la situation juridique, les servitudes. Ça fait partie des points effectivement importants lorsqu'on vend une maison, savoir si elle bénéficie ou elle doit un droit de passage, de canalisation, est-ce qu'il y a un droit de non-construction sur le terrain, etc. Donc, on va vérifier cette situation avec le titre de propriété. Je fais une toute petite parenthèse parce qu'effectivement, ça, nous, la plupart du temps, les gens transmettent ce document assez facilement. Certains ont des fois une réticence, puisque c'est ça que c'est un document un petit peu privé. Ils vont nous transmettre une attestation. Et de temps en temps, effectivement, pour les appartements, on n'a pas trop de doute sur les servitudes, que votre voisin passe par chez vous, ça, on l'a encore jamais vu, ou je sais pas si dans votre carrière, Maître, vous l'avez. Pour l'apéritif, non, pour l'apéritif, ça peut fonctionner. Oui. Mais ce n'est pas, disons, factuel. Mais pour une maison, oui, on peut avoir tout un tas de surprises dans ce titre. Et c'est vrai que nous, on le réclame, effectivement, pour avoir une lecture un peu plus claire et plus précise, puisqu'un titre, 20, 30, 40 pages, ça peut révéler quelques petits secrets ou spécificités qui sont à prendre en compte. Exactement. Donc les servitudes, on va vérifier si la maison elle fait partie ou pas d'un lotissement. Si votre maison est dans un lotissement, vous allez devoir fournir à votre acquéreur également un document qui est très important, qui est le cahier des charges. Dans un lotissement, on a 2 documents, le règlement du lotissement et le cahier des charges. Le règlement fixe les règles d'urbanisme sur le lotissement et le cahier des charges fixe des règles de nature dites contractuelles entre les colotis. Le règlement va tomber grosso modo au bout de 10 ans, alors que le cahier des charges, lui, il va rester ad vitam aeternam. Tant qu'il n'est pas dénoncé par les colotis, il reste. Et s'il comporte en son sein des règles de nature contractuelle dites servitude, est-ce que vous avez le droit de mettre une teinte beige, par exemple, vous avez le droit de faire une piscine en façade? Est-ce que vous avez le droit de mettre une piscine? Est-ce que vous avez le droit de faire un barbecue? Est-ce que vous avez le droit de surélever, d'étendre votre maison? Tout ça, c'est fixé par le cahier des charges. Si vous avez un cahier des charges, il est à analyser, puisqu'en fonction du projet de votre candidat acquéreur, ça peut influencer son achat ou pas. Donc ça, c'est un document à transmettre. Et si vous ne l'avez pas et que vous avez un président d'association syndicale, communiquez à l'agent immobilier, au notaire, les coordonnées du président, puisqu'on va lui demander ces documents et on va lui demander également des documents comptables. On peut peut-être aussi parler de quelque chose qu'on voit souvent dans les dossiers. Tout ce qui est un petit peu équipement, détecteur de fumée, entretien des chaudières, tout ça. Donc il y a aussi un devoir de présenter des factures d'entretien, détecteur de fumée, on doit savoir si oui ou non il y en a pas. Donc il y a aussi ces petits détails qui sont pas
forcément capitaux, mais qui ont leur importance. Qui ont leur puisque, importance, voilà. Effectivement, ça relève de cette obligation d'information. Donc le détecteur de fumée, s'il n'y est pas, on l'achète, on le pose sur la table, et lorsque l'acquéreur récupère les clés, il installera son détecteur. Par contre, un dispositif de récupération des eaux de pluie. Exactement. Une citerne de gaz, être déclarée ou pas. Voilà, qui pourrait être déclarée ou pas. Donc par rapport, au dispositif de récupération des eaux de pluie, c'est très important, puisque aujourd'hui on voit, et c'est dans l'air du temps, que c'est un sujet très sensible. Un dispositif de récupération des eaux de pluie par lequel vous avez branché vos WC, la machine à laver, etc., doit être déclaré en mairie, puisque tout se rejette après dans les eaux usées. Et il y a un traitement, on appelle ça l'assainissement collectif. Donc pensez à la déclaration. Si ça n'est pas fait, l'agent immobilier ou le notaire vont vous le rappeler. Par contre, si c'est un simple dispositif où vous remplissez votre arrosoir, où vous arrosez votre jardin, vous n'avez pas forcément besoin de le déclarer puisqu'il n'est pas relié au réseau d'assainissement collectif. Après, il me semble, je peux peut-être dire une bêtise, mais il me semble que dans les contenants justement où on récupère de l'eau, je ne sais pas s'il n'y a pas un volume au-delà duquel, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois jusqu'à 3000 litres, on n'est pas trop embêté. Et au-delà, il me semble que... On le vérifiera. Par contre, je rebondis tout de suite sur le côté assainissement. Ça, c'est un gros pavé pour les maisons. Alors, celles qui sont en tout à l'égout, il y a un peu moins de sujets. Par contre... Celles qui ne le sont pas, voilà. Ou celles qui l'ont été. En fait, si votre maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, mais que votre commune va desservir votre maison par l'assainissement collectif, vous allez avoir 2 ans pour accorder votre maison au réseau d'assainissement collectif. Sinon, vous allez avoir une majoration de la redevance. Si vous avez un assainissement individuel et qu'il n'y a pas de projet de raccordement au réseau d'assainissement collectif, vous devez faire vérifier votre installation d'assainissement individuel. Un diagnostiqueur doit passer. Donc rapprochez-vous, on appelle ça du SPANC, du service public d'assainissement non collectif, qui vous orientera vers une personne compétente pour vérifier votre état d'installation. Est-ce que votre installation a un pré-filtre? Est-ce qu'elle a un filtre? Est-ce que les eaux se répandent après dans le jardin? Est-ce qu'elle est conforme à la réglementation? Donc tout ça doit être délivré dès le stade de l'avant-contrat pour donner l'information la plus concrète à votre acquéreur. Un diagnostic d'assainissement collectif est valable de 3 ans. Et là, je suis à peu près sûr de ce que je vais dire pour le coup. Notre vendeur n'a pas l'obligation de se mettre aux normes. Par contre, en cas de vente, l'acquéreur aura, lui, 1 an pour... Exactement. Se mettre aux normes. Pour se mettre aux normes. Donc, moi, j'ai eu le cas, on a souvent le cas. Là, j'ai le cas sur une très jolie maison en vente en Haute-Savoie où, effectivement, là, voilà, c'est plus aux normes. Donc, quand vous êtes propriétaire, c'est pas aux normes. C'est pas très grave, entre guillemets. Vous pouvez rester comme ça. Par contre, si vous décidez de le mettre en vente, c'est là où les administrations vont vous tomber dessus en disant attention, vous vendez, votre acquéreur devra. Donc, généralement. Lorsque vous faites faire le rapport, ça déclenche. Voilà. Ça déclenche. Alors, c'est à compter de la vente, hein, s'il faut que la vente soit passée. Le délai d'1 an, c'est à compter de la vente. Mais il faut que l'acquéreur, et donc là, tout est le rôle du notaire ou de l'agent immobilier, c'est de faire un devis par une entreprise compétente pour informer l'acheteur du coût qu'il aura à supporter. Et puis, c'est des coûts qui sont généralement à la louche entre 15 et 25 000 euros à peu près systématiquement pour des maisons. Donc, ça dépend du motif de non-conformité. Ça peut commencer à être significatif. Voilà. On a la question des travaux aussi sur une maison. Tout à fait important. Un vendeur qui réalise des travaux, qui fait réaliser des travaux, c'est pas forcément la même chose. En droit, on appelle ça un vendeur bricoleur. Celui qui fait ses travaux lui-même est un vendeur dit bricoleur. Mais un vendeur bricoleur peut engager sa propre responsabilité vis-à-vis de ses acquéreurs. Il peut endosser une responsabilité dite de constructeur. On a des articles dans le Code civil, les 1792 et suivants, qui peuvent engager sa responsabilité. Pourquoi? Parce que s'il fait des travaux sur la structure de l'immeuble et que dans les 10 ans, l'acquéreur a acheté la maison et se retrouve avec un sinistre, il ira chercher qui? La responsabilité du vendeur. Alors, il y a beaucoup de jugements, d'arrêts des tribunaux, de la Cour de cassation là-dessus. Si le vendeur est insolvable, ça va être compliqué pour démontrer, et pour obtenir réparation. Donc, si vous faites faire des travaux, si vous ne faites pas de travaux, si vous faites vous-même vos travaux et que vous ne prenez pas une entreprise, attention, vous avez cette responsabilité et nous, notaires, on est obligé de le noter dans le compromis puis dans l'acte pour vous le rappeler. Maintenant, si vous passez par une entreprise, pensez bien à avoir une facture, donc vous voyez de quoi je parle, et pensez bien à obtenir de cette entreprise une attestation de responsabilité décennale. Et il faut que l'attestation couvre la période du chantier, parce que si l'entreprise vous remet 9 ans après une attestation de l'année en cours, ça vaut rien. Donc voilà, il faut là-dessus également vous entourer de tous les sachants. Alors on peut faire justement le parallèle sur les maisons neuves. Donc là dans l'ancien, effectivement, vous avez compris que vous avez fait des travaux conséquents de structure
qui nécessiteraient des garanties lourdes. Par exemple, vous avez acheté votre maison 100 mètres carrés, vous avez fait une extension de 30 mètres carrés. Voilà, on est dans ce cadre-là. Maintenant, pour une maison neuve, ça se pas complexifie, mais disons qu'il y a des documents qui sont spécifiques par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lister comme document qui serait obligatoire justement pour passer un dossier tel que celui-ci? Une maison neuve, soit vous la faites en autoconstruction, soit vous passez par un constructeur de maison individuelle et vous signez un contrat de construction de maison individuelle dit CCMI. Si vous êtes dans ce dernier cas de figure, le constructeur va fournir une assurance dommage ouvrage et les attestations de responsabilité décennale de toutes les entreprises. Il y a moins de problèmes. L'assurance dommage ouvrage est une assurance de préfinancement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller rechercher la responsabilité de toutes les entreprises, vous appelez votre assureur et l'assureur se met en rapport avec les entreprises défaillantes. Par contre, si vous faites de l'autoconstruction, vous avez un mix entre le vendeur bricoleur et les entreprises qui interviennent avec les attestations de responsabilité décennale. Donc là, de chacun, voilà, le charpentier, la décennale du charpentier, la décennale du maçon, etc. Alors, il peut arriver que le corps de métier, le charpentier, le maçon, le plombier, etc., fasse faillite. Par contre, s'il vous a fourni une attestation de responsabilité décennale, elle est délivrée par son assureur. Généralement, l'assureur ne fait pas faillite. Donc, on peut encore actionner auprès de l'assurance pour obtenir réparation. Alors ça, c'était un petit peu le côté technique. On a le côté construction pure et les documents qui sont obligatoires justement pour rassurer notre acquéreur en disant voilà, votre maison, en gros, elle est assurée, elle a été bien construite. Et après, il y a le côté un petit peu administratif, urbanisme, etc. Donc tout ce qui va se rapprocher à la conformité, au permis de construire et les annexes du permis de construire. Exactement. Donc là, lorsque vous faites construire votre maison, vous faites des travaux de nature importante, on va vérifier deux choses. Donc les règles du côté du droit de la construction, donc je viens de les évoquer, assurance dommage ouvrage, décennale, etc. Et du côté de l'urbanisme, on va vérifier qu'il y a eu une demande de travaux. Donc, elles peuvent prendre deux formes, déclaration préalable de travaux, un permis de construire. Mais une fois que les travaux sont terminés, il va falloir bien déclarer en mairie, notamment l'achèvement et la conformité des travaux. Donc, c'est un formulaire CERFA qui s'intitule Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Et une fois que c'est déposé en mairie, la mairie, elle a 3 mois pour venir contester ou contrôler la conformité. Et elle délivrera, on appelle ça, un certificat de non-contestation à la conformité. Donc, si elle ne le délivre pas automatiquement, pensez à le lui demander, puisque ce document-là est un précieux sésame. Ça valorise mieux votre propriété, votre maison, ou l'appartement si vous avez fait de gros travaux. Pourquoi ? Parce que si vous ne l'avez pas, on ne sait pas si ça a été jugé conforme par la collectivité, et si demain il y avait un sinistre sur la propriété, on a des sanctions dites administratives qui sont imprescriptibles. Pour reconstruire à l'identique, il va falloir arriver à prouver que les travaux étaient conformes, et si vous n'y arrivez pas, et que le plan local d'urbanisme en place déclasser votre maison, le passer en zone non constructible, vous auriez bien du mal à faire reconstruire tel que vous avez acheté à l'initiale votre maison. Donc, permis, ou déclaration de travaux, achèvement et conformité, et vous demandez le certificat de conformité. Avec un dossier complet, on pourra au mieux valoriser votre propriété. Joli résumé, clair et précis. Dernier petit volet avant de conclure cette émission, rapidement sur la fiscalité. Nos vendeurs, voilà, on peut avoir des obligations. Alors celles-là, on a moins envie de les entendre, hein, forcément. On a pu faire. Alors on rappelle que pour une résidence principale, sur ce sujet-là, on est exonéré de plus-value la plupart du temps, sauf mais généralement. Pour l'instant, on est bon. Toutefois, par contre, voilà, vous revendez un placement, un studio ou peu importe, pas votre résidence principale. Là, voilà, effectivement, vous avez une obligation de payer, notamment. Alors c'est pas la seule donnée fiscale qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver un petit peu comme obligation sur ce thème-là ? Alors, si vous vendez du dur, maison, appartement, effectivement, il y a l'impôt sur la plus-value. Alors, on a des cas d'exonération. Hein. On peut arriver à exonérer malgré le fait que ça soit un logement autre que la résidence principale. Une personne qui vend sa résidence secondaire, qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale et qui rachète dans les 24 mois sa future résidence principale peut être exonérée totalement ou partiellement. On peut avoir un retraité avec des conditions de ressources inférieures, je crois c'est à 12 000 ou 15 000 euros. On peut avoir une personne invalide. Donc, on peut, dans différents cas de figure, avoir des cas d'exonération. Ça, c'est pour résumer en une facilité pour accéder à la propriété pour sa résidence principale ou pour des revenus modestes, quand même, voilà. L'État sait faire la part des choses un petit peu aussi par rapport à ça. Exactement. Donc là, consultez les notaires des Deux-Savoie pour qu'on vous indique si vous rentrez dans l'un des cas d'exonération d'un impôt sur la plus-value. Après, si vous vendez un terrain à bâtir, donc vous avez, en plus de l'impôt à payer sur la plus-value, vous pouvez avoir effectivement des taxes sur les terrains qui sont devenus constructibles. Ces fameuses taxes, elles prennent deux natures. Il y a la taxe dite communale et la taxe nationale. Si vous rentrez dans l'un des cas de figure, vous allez
peut-être payer l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Donc là, on a des calculs à faire, et pareil, on a des cas d'exonération. Donc consultez les notaires des Deux Savoies, et on vous dira à quelle sauce vous allez être mangé. Super, écoutez, j'espère que ce sujet vous a plu. En tout cas, on a essayé d'être précis et clair. Donc, en gros, ce qu'on pourrait résumer et retenir, soyez transparent, donnez vos documents, rassemblez, constituez votre dossier, vous en serez gagnant. Moins de questions, vous aurez un produit, une maison, un appartement qui présentera de manière transparente les choses à votre futur acquéreur. Il n'y aura pas de doute, vous ne laissez pas un sujet à interprétation, bonne ou mauvaise. Voilà, au moins vous présentez quelque chose de clean et ça rassurera tout le monde. Voilà. Et rapprochez-vous des professionnels en la matière pour qu'ils puissent vous accompagner au mieux dans votre projet. Top. Écoutez, super émission. On était ravis de partager ce moment avec vous. On repart en musique et puis à 12h, on retrouve Sandrine pour La Nature et vous. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. J'aurai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Missu, directeur du golf d'Aix-les-Bains, qui nous parlera un petit peu du golf d'Aix-les-Bains, bien sûr. Projet intéressant et surtout un faire-valoir intéressant, surtout d'Aix et d'Aix-Riviera. Écoutez, une bonne journée à tous, sur la pluie aujourd'hui, mais il en fallait un petit peu, on a eu chaud ce week-end, donc ça fait du bien. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci à tous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.